Bonjour à toutes et tous. J'ai envie en ce 5 mars 2022 de vous faire une petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ioana Mikou, je suis maman et je suis psychologue et c'est avec cette casquette professionnelle que je vous parle aujourd'hui. Je suis psychologue spécialisée dans la prise en charge du psychotraumatisme et du stress post-traumatique chez les enfants, les adolescents et les adultes. Je vous fais cette vidéo parce que depuis que notre Premier ministre a annoncé la levée ou l'assouplissement des mesures barrières sanitaires, notamment du masque, je reçois beaucoup de coups de fil, de mails de parents ou d'enseignants qui me rapportent que leurs enfants ou élèves montrent des signes d'anxiété importante à l'idée d'enlever ce masque et qu'ils n'ont absolument pas, enfin ils ne comprennent absolument pas pourquoi ces réactions, parce que selon eux, on devrait tous se réjouir de cette nouvelle. Donc j'aimerais vous faire une petite vidéo de quelques minutes pour vous expliquer pourquoi certains vont bien vivre cette situation, mais surtout pourquoi d'autres vont mal la vivre. Et c'est surtout envers ceux-là qu'on va devoir être vigilant et avoir des informations claires pour ne pas faire d'impair. Donc bien évidemment, ayant œuvré depuis plus de 2 ans avec les différents collectifs pour libérer nos enfants de cette culpabilisation et responsabilisation anormale, je ne peux que être satisfaite que ces mesures les libèrent enfin. Je ne vais pas me réjouir plus que ça, hein. C'est comme si une personne maltraitée se réjouissait qu'on arrête de la frapper. En fait, elle n'aurait jamais juste dû être maltraitée. Bien évidemment, c'est soulageant quand elle arrête de subir, mais voilà, c'est pas normal ce qu'elle a vécu. Pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu la même chose. Nos enfants n'auraient jamais dû vivre ce qu'ils ont vécu, n'auraient jamais dû être ceux portant la responsabilité de la protection des aînés. Donc je suis satisfaite, mais l'heure n'est pas à la fête selon moi. D'autant plus que nous vivons une situation qui détourne notre attention vers ce que beaucoup disent de plus grave, hein. Donc je vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux ou même dans mon entourage des personnes qui sont en train de dire mais faut quand même faut arrêter de se plaindre avec ces histoires de masques, on n'est pas les plus à plaindre, le fameux « il y a pire ailleurs », donc ce mécanisme de minimisation et de banalisation de la souffrance sous prétexte qu'il y a pire ailleurs, pour moi est d'une violence sans nom, parce que quand on sait que dans notre société, cette crise sanitaire a augmenté de 300% les tentatives de suicide chez les jeunes de moins de 15 ans, quand on sait que les bébés ont perdu, enfin les jeunes enfants ont perdu 22 points de QI, quand on sait qu'il y a une souffrance chez un enfant sur deux, je ne me réjouis absolument pas de cette situation. Et je crois qu'on doit vraiment arrêter de minimiser la souffrance des uns sous prétexte que d'autres souffriraient plus, en fait. Pour moi, une souffrance, c'est une souffrance, une peur, c'est une peur, et c'est important qu'on les considère voilà, de manière indépendante, mais tout aussi importante. Donc nous allons assister dans quelques jours à la levée de ce masque et de ces mesures barrières, notamment par rapport je vous parle là pour les enfants et les adolescents, même si certains adultes vont être concernés aussi. On vit depuis 2 ans dans un stress permanent qui finalement est devenu comme une sorte d'habitude, de norme, hein. Beaucoup d'adultes ont dit que les enfants s'adaptaient bien. Alors moi j'ai toujours dit qu'ils s'adaptaient, bien sûr, ils se suradaptaient en apparence. Parce qu'on va voir que quand on a appris pendant 2 ans de sa vie à avoir peur de soi-même, avoir peur des autres, avoir peur du contact humain, du toucher, et surtout qu'on nous a appris, voire qu'on nous a même culpabilisé quand on ne mettait pas ce masque, hein, quand on nous a appris que ce morceau de papier nous protégeait de cette menace de mort imminente, bien évidemment que pour certains, il va y avoir des traces, des marques traumatiques de cette période vécue, et que retirer ce qu'on m'a dit qui me protégeait pendant 2 ans va être très compliqué. Donc voilà les 5 symptômes, les 5 manières dont un stress post-traumatique se manifeste chez les gens.
Je vais vous donner notamment des exemples pour les enfants pour que vous puissiez identifier ce qui se passe pour les vôtres éventuellement, pour ceux que vous côtoyez et pour vos élèves si vous êtes enseignant. Le premier symptôme d'un stress post-traumatique, donc juste pour définir, le stress post-traumatique, c'est une réaction psychologique disproportionnée, irrationnelle, qui se manifeste dans le psychisme et dans le corps de quelqu'un qui a vécu une situation d'urgence et de stress chronique et qui a touché des situations en lien avec la mort ou la menace de mort. Donc on est vraiment dans cette situation. Donc le premier élément de symptôme qui peut se passer, c'est le symptôme de reviviscence. Donc les reviviscences, c'est tout ce qui va être flashback, cauchemar, pensée intrusive, c'est-à-dire que par exemple nos enfants ou les ados vont pouvoir bien évidemment faire des cauchemars, alors qu'en fait la situation s'apaise, et bien les cauchemars vont se majorer, ou alors des pensées intrusives, c'est-à-dire un enfant qui va soudainement reparler du premier confinement, se souvenir de mamie à l'hôpital ou de se souvenir des allocutions des politiques à la télé, enfin bref, qui va vraiment avoir des espèces de remémoration soudaine et brutale du passé qui était terrifiant. Donc ça, c'est le premier des symptômes, c'est avoir ces reviviscences soudaines et incontrôlées. Le deuxième symptôme s'appelle le symptôme d'évitement. Donc quand une personne est victime d'un traumatisme, elle va tout faire, inconsciemment bien sûr, pour éviter de se reconfronter à ce qui a été l'objet de ses peurs. Typiquement, on va pouvoir voir des enfants, et c'est l'objet des mails que je reçois en ce moment, des enfants qui disent à partir du 14 mars, si on enlève les masques, je ne veux plus aller à l'école. Je veux faire l'école à la maison. Ou alors, j'irai plus voir papy, j'irai plus voir mamie. Ou je ne veux plus qu'on se touche. Voilà, je ne peux plus enlever ce masque parce que c'est celui qui me protégeait et pour qui on m'a dit tellement longtemps qu'il était indispensable à ma survie et à la survie de mes proches. Donc le symptôme d'évitement est vraiment quelque chose qui est assez visible parce que on va sentir que la personne vraiment a des comportements d'évitement qui sont disproportionnés. Et un dernier exemple, ça peut être un enfant qui va vraiment être mal, mais qui ne va plus vouloir en parler. Il va couper la communication, vous allez avoir du mal à vous adresser à lui, et ça, c'est pas signe qu'il va bien, c'est signe qu'il est en train de s'enfermer dans quelque chose qui lui fait terriblement peur. Le troisième symptôme s'appelle l'altération de l'humeur et des pensées. Donc quand nous avons vécu, comme je vous disais tout à l'heure, pendant 2 ans avec des phrases, des injonctions qui nous disaient « porte ton masque, sinon tu vas être dangereux, sinon tu vas tuer papy-mamie, tu es responsable de la contamination des adultes, sinon tu as une punition, sinon tu n'es pas accepté, etc. » Ça va altérer, c'est-à-dire que ça va abîmer les croyances des enfants, leur vécu émotionnel en fait. Hein, c'est comme s'il allait avoir un dérèglement des pensées. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup dans ma consultation des enfants qui me disent que se toucher est dangereux. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment une altération, un dysfonctionnement de la réalité en fait. Parce que pour grandir et pour aller bien, on a besoin du contact humain en tant qu'êtres sociaux. On a besoin de se toucher, on a besoin de se voir. Donc là, les enfants ont intégré depuis 2 ans totalement le contraire de ce qui est bon pour eux. Donc ça s'appelle l'altération des pensées et de l'humeur. Donc ça veut dire que les enfants ou adolescents vont pouvoir manifester des sautes d'humeur ou une humeur très triste, très dépressive, comme si finalement vous ne reconnaissiez pas vraiment votre enfant ou adolescent d'avant. Alors, il ne faut vraiment pas mettre ça sur le compte d'une crise quelconque d'adolescence ou autre. C'est vraiment important de recontextualiser les choses et de dire que nous avons vraiment vécu une situation totalement anormale et que si vous ne reconnaissez pas les émotions et le tempérament, je dirais, de votre enfant ou adolescent pré-Covid, c'est qu'il y a une souffrance sous-jacente et que c'est important de s'en occuper.
Le quatrième symptôme d'un stress post-traumatique est l'hyperréactivité émotionnelle. C'est-à-dire que votre enfant ou votre ado va soit être dans une hypervigilance permanente, va être très à fleur de peau, va pouvoir avoir des crises de panique, des crises de peur, des crises de colère, sans que vous puissiez comprendre véritablement ce qui se passe. Ou alors, une autre version de l'hyperréactivité émotionnelle, c'est ce qu'on appelle la dissociation, la déconnexion d'avec ses émotions. C'est-à-dire que votre enfant ou ado ou élève va être comme une sorte de robot qui ne ressent plus rien quand on lui parle ou quand on lui demande ce qui se passe pour lui ou elle. Ça va être je ressens rien, je suis ni triste ni content, ça m'est égal, je m'en fiche, etc. Donc vraiment ce sentiment de déconnexion n'est pas bon signe. Faites attention, ça ne veut pas forcément dire que la personne va bien, ça peut être vraiment un signe de dissociation traumatique. Voilà, donc ça c'est les 4 symptômes, je pense, enfin je suis absolument convaincue qu'on va observer chez certaines personnes. Les reviviscences cauchemars, l'évitement, l'altération de l'humeur et des pensées et l'hyperréactivité, soit majorée, hein, les émotions qui débordent, ou soit complètement éteintes. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est notamment par rapport aux adolescents, ce masque dans cette période d'adolescence si fragile, si particulière, notamment au niveau du rapport aux autres et au rapport à son corps, ce masque pour beaucoup d'adolescents a été synonyme de protection finalement. On ne voit pas mes émotions, on ne voit pas ma bouche, on ne voit pas une partie de mon visage, je peux me cacher d'une certaine manière par rapport à ce que je vis, ce que je ressens. Et donc le fait de le retirer va pouvoir être vécu comme une sorte de mise à nu. Quelque chose qui me protégeait, qui me faisait même du bien, eh bien soudainement ne va plus être indispensable. Et donc pour certains adolescents, ça va être extrêmement compliqué de l'enlever. J'ai même une adolescente dans ma consultation qui me disait qu'aujourd'hui, même chez elle, quand elle se prenait en selfie, elle mettait un masque parce qu'elle se trouvait plus belle avec un masque. Voilà. Donc vous voyez au niveau de ce que je vous disais tout à l'heure, de la distorsion des pensées, c'est que certains adolescents ou enfants trouvent un bénéfice secondaire à garder un masque. Soit parce que ça leur évite de communiquer, ça cache des imperfections qu'ils trouveraient sur leur visage, ça masque des émotions. Donc ça, c'est une véritable altération traumatique qu'il va falloir vraiment prendre en compte. Donc, je finirai cette petite vidéo par des conseils pour accompagner nos enfants et nos adolescents à vivre le mieux possible cette situation. J'ai eu une enseignante qui m'a appelée en me disant est-ce que c'est une bonne idée de ne pas leur parler de cette levée du masque et que le 14 au matin, je leur annonce et on fait une fête dans la classe pour enlever le masque, etc. On le jette comme on a vu sur certaines vidéos dans les réseaux sociaux, on jette le masque en l'air et on fait ça. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Ce que je lui ai dit, c'est que quand nous avons vécu, et surtout nos enfants, un stress aussi long, c'est important qu'il n'y ait pas d'effet de surprise. Donc je pense vraiment, parce que justement, chacun ne va pas vivre la situation de la même manière, et ce qui va être fondamental, c'est de respecter les émotions et le vécu de chaque personne. Donc, pas d'effet de surprise, ça c'est mon premier conseil, de pouvoir préparer les enfants, de leur dire, voilà, dans 10 jours, les masques vont pouvoir être retirés, comment tu le vis? Qu'est-ce que ça te fait? Parce que ça fait longtemps que tu le portes. Est-ce qu'il y a une part de toi qui est contente? Mais est-ce qu'il y a peut-être aussi une part de toi qui a peur ou qui est en colère? Bref, d'aller nommer vraiment et d'accueillir le vécu de votre enfant, ado ou élève comme il arrive en fait. Sans jugement, sans minimisation, sans culpabilisation de mais pourquoi tu vis ça comme ça, c'est débile, réjouis-toi, c'est comme ça que, enfin, tout se lève, tu devrais être content. Non, de manière complètement irrationnelle et parce que ce sont des impacts traumatiques, certaines personnes ne vont pas réussir à se réjouir de cette levée parce que justement ça va majorer leur stress et ça va les effrayer.
Donc ne rien forcer, chacun à son rythme. Moi j'aimerais vraiment que dans les écoles, il y ait on puisse y aller de manière progressive, chacun à son rythme, mais vraiment d'encourager les élèves, de les rassurer, euh, de pouvoir l'enlever petit à petit, ou le baisser sur le nez, ou le garder après juste sur le cou, mais qu'ils puissent aller à leur rythme. Parce que si on y va de manière trop brutale, ça va renforcer ce qu'on appelle la mémoire traumatique, et les symptômes vont s'enquister, vont être encore plus difficiles après à guérir. Donc ça, c'est vraiment important d'être très vigilant aux réactions des élèves ou des autres enfants entre eux, parce qu'on a bien vu que nos enfants ont reproduit ce que nous, adultes, on a vécu, hein, le clivage, se monter les uns contre les autres, entre les vaccinés, les non-vaccinés. Là, ça va être ceux qui enlèvent le masque et ceux qui ont peur, hein, donc les ricaneries, les moqueries. Ça, c'est vraiment, vraiment à surveiller, parce que ça peut être extrêmement dur à vivre. Voilà, et bien sûr, donner des informations. Ce qui permet de calmer l'émotion, c'est le cognitif. Ça veut dire, c'est d'apporter de l'information, de rebrancher le cerveau qui pense, en fait, plutôt qu'être aux prises avec le corps qui ressent. Donc, pour équilibrer les choses, ça va être important que les adultes, parents, enseignants, donnent des informations factuelles aux enfants et aux adolescents sur le fait que cette maladie voilà, est vraiment quitte notre pays, que tout va mieux, que les hôpitaux vont beaucoup mieux, que les médecins vont beaucoup mieux, que les grands-parents ne sont plus en danger, etc. C'est important de pouvoir donner ces éléments factuels aux enfants et adolescents. Voilà, donc je voulais voilà, vous donner en quelques minutes ces éléments qui me semblent terriblement importants parce que la méconnaissance de ces mécanismes-là va générer beaucoup d'incompréhension, j'ai bien peur, chez beaucoup de personnes, enfants ou adultes. Et l'idée, c'est vraiment d'aider nos enfants à ne pas vivre leur peur comme de nouveau quelque chose d'inadapté et de dysfonctionnel. Donc, avec des collectifs, notamment le collectif des Mamans Louves, on est en train de mettre en place des programmes d'aide psychologique, parce que maintenant, il va falloir réparer les dégâts que ces mesures ont occasionnés chez nos enfants et les adolescents. Donc, on reviendra vers vous dès que possible, mais n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être importante et utile en termes d'informations qu'elle contient. Je souhaite un bon courage à tout le monde, parce que même s'il y a cette levée le 14, c'est pas pour autant que c'est terminé, hein. Une suspension ne veut pas dire une suppression. Moi, j'ai envie de dire et de finir cette vidéo par plus jamais ça. Quoi qu'il se passe dans l'avenir, nos enfants n'ont plus jamais à supporter et à être responsables de nos peurs d'adultes. Et j'espère que de nombreux professionnels, parents, pourront se mobiliser différemment peut-être la prochaine fois pour avoir plus conscience de ce qu'on leur a fait vivre et les dégâts qu'ils vont devoir aujourd'hui supporter. Merci, au revoir.